Bonjour Elisabeth. Bonjour Jérémy. Je suis très très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le podcast et qu'on fasse cette interview, cette petite discussion aussi, parce que l'idée c'est de pouvoir échanger tous les deux sur des sujets de prédilection. Je suis ton podcast État de Flow depuis des mois, enfin beaucoup plus que ça en réalité. Et on a discuté récemment sur Instagram et on s'est dit qu'on allait enregistrer une petite interview mutuelle. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup de sens parce que je pense que pour les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, tu as cette réflexion autour de l'état de flow, tu as un chemin, un parcours aussi qui fait que tu es passé d'étape en étape qui t'ont amené où tu en es aujourd'hui. Et je trouve ça très très inspirant. Donc merci d'être là. Mais merci à toi aussi d'avoir accepté cette conversation double parce que tu as été au micro du podcast État de Flow et maintenant merci de m'inviter au tien. Ravie d'être sur Grandir ensemble. Trop bien. Est-ce que tu pourrais pour commencer peut-être un petit peu juste te présenter, dire ce qui te semble juste de partager sur toi, sur ton histoire, sur ton parcours? Oui. Alors moi je suis belge. Comme ça, vous le savez tous pour le petit accent. Voilà, ça c'est dit. On ne se posera plus la question. Et je suis passée par Paris. Pour le moment, je suis à Paris, en effet, depuis quelques années. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans la musique et c'était l'endroit parfait pour aller développer et travailler dans ce milieu-là. Jusqu'au jour où j'ai suivi la voix qui me disait que c'était terminé pour moi. Et voilà, j'ai changé d'activité tout doucement. Problèmes de santé aussi, de digestion, voilà, de prendre soin de moi par la naturopathie. Et ça a été un déclic pour moi, un nouveau revirement. Et puis, en fait, ça répondait à plein de choses, parce que depuis longtemps, je me questionne. Finalement, je pense que l'état de flow a toujours été là, le désir de suivre le flow, mais aussi de trouver cette sérénité. De comprendre pourquoi on est là, ça part de là, mais aussi après, qu'est-ce que moi je fais là, pourquoi, comment est-ce que ça peut être plus facile, plus simple, plus délicieux, en quelque sorte. Et voilà, la naturopathie est arrivée sur mon chemin, elle m'a ouvert les portes de la santé holistique, commençant par l'alimentation. J'ai travaillé comme traiteur, j'avais mon service traiteur jusqu'à tout récemment. Et puis, le yin yoga est arrivé aussi dans ma vie de manière un petit peu aléatoire. Sur mon chemin, j'aime bien d'écouter un petit peu ce qui toque à la porte et de suivre parfois de manière impromptue. Au moment où justement j'étais trop dans le yang, activité de traiteur c'est très très yang, et tirer un peu trop sur la corde, aussi sur des modèles très yang dans mon entourage, et une envie très forte d'aller explorer le yin. Puis j'ai commencé à enseigner un petit peu sur le côté. Et puis est arrivé le confinement et là, ça a pris toute la place dans ma vie, dans mon milieu professionnel aussi, puisque depuis un peu plus d'1 an maintenant, je donne des cours de yin yoga en ligne, mais aussi plein d'autres choses, parce que la musique est revenue avec les bains sonores, donc c'est tout ce qu'on appelle le sound healing, donc bol tibétain et autres merveilleux instruments qui viennent créer toute une atmosphère. Et donc j'ai rassemblé tout ça, la méditation, d'autres pratiques de yoga également aussi, dans un lieu, un espace, un cocon en ligne qui s'appelle Ashram. En fait, c'est l'Ashram État de Flow, qui est venu quelques mois après la création du podcast, un petit peu sur la route. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans cet équilibre comme il se peut, en tout cas, entre le yin et le yang. Mais je pense qu'on aura beaucoup l'occasion de développer plus ensemble. Et je dirais ça aujourd'hui. Et alors, est arrivé encore sur mon chemin les élixirs floraux pour travailler autour des émotions, d'abord personnellement, comme toujours, comme le yin yoga l'avait fait et l'alimentation auparavant. Et les élixirs floraux qui travaillent autour des émotions. Donc pour moi, ça a été un grand soutien. Et aujourd'hui, je propose des consultations donc, et des accompagnements qui regroupent l'ensemble, le yin yoga, le retour à l'être, ralentir, revenir à soi, au corps, et puis ressentir les émotions et les pouvoir les dépasser, se sentir mieux dans son corps et retrouver l'état de flow par tous ces moyens-là. Donc aujourd'hui, tout se regroupe et tout a trouvé son sens et son fil. Je dirais ça.
J'ai un million de questions qui viennent. Oui, j'imagine. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails parce qu'on pourrait en faire un bouquin, je pense. Je te laisse tirer les fils. Pour faire un peu de teasing, tu vois, dans l'interview qu'on a déjà enregistrée pour ton podcast, on parlait justement de cet équilibre, tu vois, dont tu parles. Et moi, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est ce côté où il y a eu la musique, il y a eu l'alimentation, la naturopathie, le côté traiteur, le yoga, les élixirs floraux. Il y a plein de choses. Et finalement, aujourd'hui, j'ai le sentiment, et quand t'en parles, tu vois, je sens un peu une forme d'équilibre, de soulagement, je sais pas comment on pourrait le qualifier, ce truc où tu as réussi à trouver quelque chose qui est venu un peu tout unifier. Est-ce que tu pourrais en parler? Parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes recherchent, ce côté unifier les choses, trouver un équilibre, arriver à accepter aussi toutes ses parts pleinement pour avoir quelque chose qui est finalement encore plus simple, mais qui est multiple. Oui, c'est-à-dire que l'année dernière, au moment de confinement, je faisais uniquement des cours de yin yoga. Ça m'a énormément plu, mais est arrivé au bout de quelques mois, comme c'était pas suffisant parce que ça ne développait, comme tu dis, qu'une seule part de moi, et il y en avait d'autres. Entre-temps, je me suis formée à la sonothérapie, il y avait tout ce background en alimentation, et je me dis, mais je ne peux pas créer chaque fois une offre différente parce qu'on ne se retrouvera pas. Et c'était un petit peu le dilemme que j'avais l'été dernier. Comment je fais pour réunir toutes les facettes, pouvoir proposer quelque chose qui s'unifie sans me perdre et sans perdre mes auditeurs ou mes clients. Et donc, j'ai fait une demande. Voilà, j'ai posé la question de demander à recevoir, à être guidée pour trouver ce qui était la source de tout ça, qui était peut-être mon enseignement fondamental. C'est ce que j'ai demandé, à connaître ça et à le reconnaître aussi. Et j'ai laissé venir. Alors moi, je pratique beaucoup l'yin yoga pour ça aussi. Ce qu'on apprend dans l'yin yoga, c'est à recevoir, à laisser venir les informations, à ne pas chercher à aller les chercher, mais à les recevoir. Et donc, on se pose et on attend parce qu'on a fait une demande et on reçoit. Et ce que j'ai reçu, c'est que il faut savoir que quand je travaillais dans la musique, j'avais déjà un blog musical qui s'appelait We Are Emotion. Et puis, j'ai créé le podcast État de Flow. Donc, il y avait déjà cette idée d'aller à la rencontre des personnes. Donc, déjà là, il y avait quelque chose, un fil à tirer. Et j'ai suivi le fil. Et j'en ai fait d'ailleurs une série de newsletters l'hiver dernier pour expliquer, juste avant la création de l'ashram, c'est comme ça qu'est arrivé l'ashram, parce que ça réunissait vraiment l'ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que c'était les émotions qui guidaient à chaque fois mes choix de projets professionnels ou de projets personnels, en tout cas ma curiosité. C'était parce qu'il y avait des émotions fortes que je voulais soit atténuer ou alors provoquer. Parce que quand je travaille dans l'alimentation, quand je fais des beaux repas ou quand je vais voir des concerts, que je propose des bains sonores, c'est aussi pour provoquer des belles émotions. Mais en même temps, quand je travaille avec les élixirs floraux, le yin yoga, c'est aussi pour apaiser les émotions. Et donc, il y avait ce fil rouge. Et donc, j'ai travaillé autour de ça pour voir comment tout simplement, en fait, j'ai même rien fait finalement. J'ai laissé les pièces du puzzle s'alimenter, enfin se mettre ensemble autour de l'émotion. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça s'est regroupé sous la forme de l'ashram. Ashram, finalement, ce que ça veut dire en sanskrit, c'est la quête de l'équilibre. C'est quand on est en équilibre, en recherche d'équilibre, on va dans un endroit, soit un ashram, ou dans une période de temps, on prend un temps dans notre journée ou dans notre vie pour se recentrer, pour se remettre en soi et retrouver cet équilibre. Et ça veut dire sans effort, ashram, en sanskrit. Et c'était très juste par rapport au yin yoga, par rapport à tout ce que j'avais envie, qui était de revenir à ce côté où on reçoit, c'est naturel, soit on reçoit ou ça sort de nous, ça s'émane de nous, mais sans effort, sans qu'on ait besoin de travailler dessus, à forcer dessus, mettre trop de mental, etc. Et donc voilà, tout a été... j'ai reçu ça. Même le mot ashram, j'ai pas cherché à le mentaliser, j'ai accepté et j'ai dit ok, ce sera ça, ce sera un lieu où on pourra pratiquer, on pourra revenir à soi, travailler notre équilibre et puis travailler autour des émotions. Voilà, ça a été une évidence après. C'est énorme. Tu parles de sans effort. Bon, forcément, c'est quelque chose qui me parle profondément. Je pense que nos modes de fonctionnement passés, même l'éducation, enfin, tout un tas de choses, étaient basés sur justement ce côté effort, ce côté
un peu douleur, le mérite, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose, je pense, tu disais que tu l'as peut-être un petit peu vécu avec la partie traiteur, la partie musique. C'est quoi? C'est quelque chose que tu en as pris conscience, tu t'es dit non, c'est quelque chose que je veux plus, ou encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est venu à toi et tu as découvert autre chose et c'est ce qui t'a permis d'y aller? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui n'ont même pas conscience qu'ils vivent cet effort-là, qui sont dans la douleur. Et pour moi, la clé, c'est déjà de mettre en conscience son état pour se dire, ok, est-ce que j'en veux plus, est-ce que ça me met dans la joie ou pas, et passer à autre chose. Quel a été le process pour toi pour passer de ce côté un peu douleur à ce côté fluidité, moins d'effort, bien-être? Oui. Alors, je dirais que la première étape, ça a été déjà quand j'étais à Paris, dans toutes les salles de concert, et tous les soirs, je pouvais voir un concert, parce qu'une fois qu'on travaille dans ce métier, on est invité partout si on le souhaite. Et c'est facile d'être dans ce mouvement continu, d'être jamais chez soi, toujours à l'extérieur. Le yang, c'est ça, hein, c'est être à l'extérieur de soi. Et à un moment donné, j'ai dit stop à ça, j'ai ralenti ce niveau de fréquentation des salles de concert, parce que j'en avais besoin. Il y avait un appel de même passer des soirées à rien faire chez moi et à juste être présente à moi. Ça, c'était une première étape. Deuxième étape a été un peu plus tard, quand j'étais en traiteur, service traiteur, où là, en prenant les vacances d'été, j'ai eu mal au dos. J'ai eu mal en bas du dos. J'ai un petit peu cherché pour voir à quoi ça pouvait se rapporter. Et ça a été assez évident que c'était trop. Je portais beaucoup sur mon dos, beaucoup de charges. Il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc là, j'ai commencé à avoir une équipe, à déléguer, à me faire aider, à ne plus être seule. Mais ça a été le point de départ. Ça a été vraiment le moment où j'étais fatiguée, épuisée, une sorte de burn-out plutôt physique. Mon corps était très, très fatigué. Je me suis fait aider par la naturopathie à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former au yin yoga, parce que c'était trop. Il y avait un déséquilibre. Et moi, je parle beaucoup du déclic, du moment justement de bascule, où à un moment donné, tu atteins une limite et tu peux plus faire comme avant. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cherches une solution derrière pour changer les choses. C'est pas toujours simple de trouver, on ne trouve pas toujours en un clic. Parfois, on reçoit l'information. Ici, c'est un petit peu ce que j'avais eu avec le yin yoga. J'avais été un peu guidée. Mais parfois, ça prend plus de temps aussi pour trouver la bonne personne de confiance qui va nous guider, nous accompagner dans ce changement. Mais il y a toujours ce moment où on a dépassé une limite. C'est trop. Et bien sûr, il faut être, je pense, il y a besoin d'être connecté à ses ressentis, ses intuitions, en tout cas au corps. Maintenant, c'est aussi ce que j'apprends, vers quoi je guide les élèves de l'ashram, à revenir au corps et dans leurs sensations. Il y a toujours un moment d'intégration où on ressent et on se reconnecte au corps. C'est très, très important. Maintenant, je pense qu'on est tous capables, à un moment donné, de dire c'est trop. Quand le corps, il se lâche, maintenant, est-ce qu'on est capable de l'écouter? C'est autre chose. Et là, je pense qu'il y a une question aussi de modèle. Moi, j'avais eu beaucoup de modèles où il fallait, même quand on était presque à bout, il fallait continuer, parce que j'ai une cliente qui m'a un jour expliqué quelque chose de très, très juste, et j'ai envie de vous le redire ici. Elle disait, moi, quand je peux le faire, même si ça ne m'amuse pas, même si je suis fatiguée, eh ben je le fais. Je peux le faire, j'ai les capacités de le faire, donc je le fais. Et c'est vrai que moi, je réagissais comme ça aussi auparavant, jusqu'au jour où j'ai décidé de me mettre en priorité. Mais alors, il faut changer de modèle pour ça. Tu vois, j'allais te poser la question, et c'est énorme parce que tu y réponds. Comment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet exemple-là, de la personne dont tu as cité, oui. Et qui n'arrivent pas à voir la limite, en fait. Oui. Qui se disent, de toute façon, je peux le faire, je serai peut-être un peu plus fatigué, ou c'est pas grave, ou tu vois, tous les messages qu'on peut s'envoyer. Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu recommanderais à ces personnes-là pour arriver à être justement dans cette écoute peut-être du corps, ce qu'elles n'arrivent pas à faire? Au moins un premier pas, un premier petit truc, tu vois, pour arriver à aller un peu plus vers cette écoute. Oui, alors il y a déjà deux choses qui sont disponibles, deux outils que moi je pratique quasiment au quotidien. C'est les élixirs floraux, parce que clairement il y a des fleurs qui nous accompagnent spécifiquement sur la notion de apprendre à poser nos limites, apprendre à dire non, apprendre à ne pas devancer les demandes des autres, à ne pas toujours servir alors qu'on voudrait dire non. Ça, voilà, on peut aller creuser avec les fleurs. Ensuite, il y a les yin yoga. C'est cette idée de ne rien faire et d'observer. Apprendre à observer ce qui se passe dans notre corps, de s'octroyer des moments de pause. Je sais que tout le monde n'est pas encore forcément dans cette optique-là, dans cette dynamique-là, parce que ça demande
presque un changement de mindset, en tout cas. Et encore une fois, mes élèves, on prenne conscience sur leur chemin aussi. Encore ce matin, je donnais un cours et une élève me dit comme quoi elle ne s'autorisait pas toujours à se déposer, à ouvrir les séances, à venir se connecter, parce qu'elle ne s'autorise pas à se déposer et à ne rien faire. Et ce qu'on peut faire du coup, c'est ne fût-ce qu'un savasana, se coucher même sur le lit ou sur la carpette, sur le tapis au sol. Et voilà, le mot belge, je pense qu'il vient de s'intégrer dans la conversation. Et on se pose et juste, en fait, c'est même pas qu'on se pose, on se dépose. On peut imaginer cette pulpe comme dans une bouteille de jus de pomme qui a été secouée. Quand on la pose sur la table, la pulpe se dépose et le liquide s'éclaircit. Là, les choses viennent alors et peuvent venir. Si on est tout le temps en mouvement, si on est tout le temps dans l'action, on est tout le temps secoué, eh bien, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas faire de place à autre chose ou ressentir. Si on veut commencer à ressentir et comprendre un petit peu comment nous, on fonctionne, on doit se déposer. Dans ce que tu dis, je sens qu'il y a une notion de aussi peut-être lâcher le contrôle. Oui. Le contrôle, le mental, toutes ces questions-là. Et du coup, me vient une question sur, tu parles du yin, du yang. Pour toi, le yang, est-ce qu'il peut se faire dans la fluidité et pas dans la douleur? Est-ce qu'il est forcément associé au mental ou au contrôle ou pas? Eh bien non, bonne nouvelle. Alors, il faut les deux. Il y a besoin, on ne peut pas vivre dans l'énergie yin tout le temps non plus. Parce que le yin, c'est la noirceur, c'est l'hiver, c'est le noir, c'est le côté sombre. C'est le froid, c'est tout ça. C'est le féminin et autres. C'est la lune. Le yang, c'est le soleil. Mais si on n'a que du chaud, si on n'a que du masculin, de la force, de l'action, ça ne va pas non plus. Imaginons simplement la nature, s'il n'y a que du soleil, elles vont brûler. S'il n'y a que du froid et de la pluie et des nuages, elles vont aussi sombrer et ne pas réussir à pousser. Il faut les deux. C'est ce juste balancement, finalement. Parfois, il faut passer par les excès pour se rendre compte qu'on va trop loin, jusqu'à trouver à un moment donné le juste balancement. Mais la vie est mouvement. Donc, il y aura toujours des moments où on va être un peu plus yin, un peu plus yang. Le tout, c'est d'être toujours à l'écoute de notre corps, en écoute de nos besoins du moment, pour savoir à quel moment j'ai besoin de plus de yin, à quel moment j'ai besoin de plus de yang. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est l'idée de la cible de la flèche. Donc, quand vous envoyez des flèches, ça, c'est du yang. Imaginez que vous essayez de jouer aux fléchettes. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de lancer les flèches non-stop pour essayer d'atteindre le centre. On va s'épuiser, c'est sûr, et on n'est pas sûr d'en mettre beaucoup au centre. Par contre, si on prend un pas de recul pour observer, ça c'est le yin, qu'on vérifie notre position, et puis on envoie la flèche. Ça c'est le yang, au moment où on envoie la flèche. Bien sûr, à un moment donné, il faut envoyer la flèche, mais il faut reculer aussi pour pouvoir l'envoyer au bon endroit, sans s'épuiser. Donc c'est toujours ce juste balancement, être à l'écoute. Et oui, bien sûr, on peut être en équilibre. C'est un processus, c'est un chemin, mais il faut apprécier le chemin, je pense. Il faut se dire, tiens, là, j'ai fait mieux que la dernière fois. Et puis, quand on atteint des limites, quel outil ou qu'est-ce que je peux faire pour revenir est-ce qu'on peut se poser sur le tapis? Est-ce qu'on peut prendre des élixirs? Est-ce qu'on peut écouter de la musique ou se faire du bien, prendre un bain ou autre? Et inversement, quand on s'est bien déposé, est-ce que, du coup, on a les idées qui viennent? Ok, maintenant j'y vais, j'avance. Toi qui t'adresses particulièrement aux entrepreneurs, je me suis déposée, j'ai reçu les informations pour passer à l'action après, pour la prochaine étape. J'y vais. Et puis quand j'ai j'ai mis les steps qu'il fallait, je vérifie un petit peu mon chemin dans une posture de yin et puis j'avance à nouveau. Si on ne fait que d'avancer, on ne vérifie pas le GPS et on ne sait pas où on va. En fait, je pense que ce qui est difficile pour les personnes qui nous écoutent et qui sont plutôt dans cette lourdeur, ce côté un peu dur, lourd, c'est que, en fait, moi je l'ai vécu, on imagine que si on sort de ça, on va perdre en rapidité, perdre en efficacité, on va perdre en fait. Alors que c'est ce que tu dis, c'est tout l'inverse, c'est que justement, juste prendre le temps de respirer, d'être présent, de se concentrer sur ce qu'on a à faire, de prendre du recul un petit peu, au moment où on avance, on est souvent beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus juste, on
on fait peut-être moins d'erreurs aussi, d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça qui est dur à imaginer, que le fait de rajouter de la lenteur ou de rajouter de la concentration ou du rien, quoi, du vide, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, alors qu'en réalité, ça nous sert profondément, quoi. Oui, c'est très juste, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'il n'y a réellement que l'expérience pour le savoir. Et bien sûr, de nouveau, il y a des élixirs, on travaille beaucoup et c'est pas étonnant, tu vois, qu'on se retrouve là. J'ai beaucoup de clients qui viennent à moi et on travaille sur la dureté, sur le fait qu'on est trop dans le yang, que le corps est une machine, qu'on est dans la perfection, qu'on est toujours dans la lutte, dans la performance. Mais souvent, quand on vient vers moi, c'est parce qu'on a déjà pris conscience que c'était trop et qu'il y avait un déséquilibre. On ne sait pas trop comment faire, mais on se doute qu'on peut faire mieux. Mieux pour se sentir mieux, c'est toujours ça le but, évidemment. Ensuite, je reviens à cette idée qu'il y a peut-être un manque de modèle. On pense qu'il faut faire beaucoup, beaucoup parce que c'est le modèle qu'on nous montre. Et notre responsabilité, c'est d'aller peut-être chercher d'autres modèles parce que je vous l'assure, ça existe. Ils sont là, mais ils sont plus dans l'ombre puisqu'ils n'ont pas besoin d'être autant mis en lumière et de se montrer autant, eux, pour réussir et pour réussir leurs objectifs. Ils n'ont pas besoin d'être autant que d'autres sous la lumière. Donc forcément, les preuves sont plus difficiles à trouver, mais elles existent bien. Et c'est ce que j'essaie notamment de montrer via l'ashram, via les différentes pratiques. Puisqu'on travaille ensemble, en petits groupes, il y a d'autres personnes qui témoignent, chacun peut y déposer ce qu'il souhaite, et puis sert de modèle aussi, et montre le parcours que chacun suit et peut devenir un modèle pour les autres. Et puis même sur les réseaux sociaux, on peut quand même en trouver d'autres. Maintenant, il faut chercher peut-être. J'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas quand même. Il y a un vrai courant, je trouve, autour on en a marre d'en chier, retour à soi, écoute de son corps, voilà. Après aujourd'hui, je pense que c'est souvent très mentalisé encore, et comme tu dis, peut-être que ça manque de modèles, de personnes qui l'incarnent pleinement, mais je pense que c'est quand même en chemin. Ouais. Oui, parce que la petite voix, elle est là, je pense qu'on est de plus en plus à l'entendre. Après, est-ce qu'on ose y aller ? C'est autre chose, puisqu'on se réfère à un modèle qui est contraire à ce que notre petite voix nous dit. Donc, on doit trouver des modèles qui nous montrent que oui, on peut y aller sereinement. C'est marrant, tu vois, j'allais te dire, comment toi tu oses t'as osé dans le passé, comment tu oses encore aujourd'hui, dans ton quotidien, chaque jour, aller vers ce truc qui te semble plus juste pour toi, plus équilibré, plus en harmonie. Parce que je pense que parfois, il y a un côté, il y a beaucoup de peur. Et parfois, en fait, la peur est plus forte que le fait de se dire « Allez, j'ose, j'y vais ». Et du coup, on peut être figé, bloqué, rester dans un schéma. Et comment toi, tu arrives à parvenir à justement oser, à passer l'étape, à mettre peut-être la peur de côté pour avancer ? Je dirais la première réponse qui serait instinctive, c'est une question de survie. C'est-à-dire que j'étouffe à un endroit, c'est plus possible, ça ne me correspond pas, je suis inconfortable à l'intérieur. Et donc, je n'ai pas le choix que de me déplacer, que d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de plus fluide. Et c'est pas étonnant que le podcast s'appelle État de flow, c'est cette quête-là de se dire que si je n'ai pas l'état de flow ici, il doit forcément être ailleurs. Et au-delà de la question de survie, ça veut dire qu'il y a la foi derrière, que ça existe et que c'est possible. Je pense que je suis drivée par ça depuis toujours. Quand je suis montée à Paris, quand j'ai cherché à travailler à Paris dans la musique, il n'y avait rien d'autre que la foi, que pour se dire oui, c'est possible et il y a une place pour moi aussi là-bas. Et voilà. Pardon, excuse-moi. Est-ce que ça passe par avoir une vision de où tu veux aller dans la vie ? Est-ce que cette notion de foi, est-ce que c'est juste t'as la foi et puis c'est tout ? Ou tu vois là, dans ce que tu as dit, ça m'évoquait quand même quelque chose il y a quelque chose que tu voulais profondément. Tu avais un objectif, on peut l'appeler vision, objectif, je sais pas comment. Oui, peut-être qu'il y a une sorte de vision. Alors, je ne l'avais pas conscientisé comme ça, mais en tout cas, il y a peut-être une projection dans un état d'être, plus qu'un état de fait, dans un état d'être. Et donc, après, c'est une quête, en tout cas dans un chemin, une recherche. Pas dans une recherche mentale, mais une expérience, une recherche par l'expérience, où on va bouger un petit peu jusqu'à trouver... C'est un petit peu comme... Ces pierres ou autres qu'on va venir bouger légèrement jusqu'à trouver l'emplacement juste.
Du coup, pour toi, parce que tu vois, c'est hyper intéressant, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne bougent pas, parce qu'elles attendent le truc extraordinaire où elles vont se dire, ah ben c'est bon, je peux bouger. Alors que toi, là, ce que tu viens de dire, c'est le fait d'y aller un petit peu, de déplacer un petit peu des choses, ben en fait, on se fait son propre chemin, et il n'y a pas un truc exceptionnel, c'est juste avancer, quoi. C'est ça? Oui, on n'est pas obligé de faire des grands pas d'un coup qui nous déséquilibreraient totalement et qui nous sortiraient complètement de notre connu. C'est d'y aller simplement en se disant je cherche, un petit peu comme quand on est dans le noir et qu'on tâtonne avec les yeux fermés, voilà, on cherche la lumière, c'est exactement ça. Après, encore une fois, pour ceux qui auraient trop de peur ou de crainte derrière, il y a les élixirs floraux. Les élixirs floraux, il y en a 134 avec lesquels je travaille pour tous les états d'être, pour tous les tempéraments, toutes les peurs, toutes les envies d'évoluer qui sont un petit peu bloquées à un endroit. Et là, on a envie d'aller à un endroit et on a envie du soutien. Ce n'est qu'un soutien finalement pour nous accompagner vers là où on a décidé d'aller. Parce que si on n'a pas envie de faire quelque chose, même si la fleur est là, elle peut nous aider à le faire. Si on n'a pas envie, ça n'ira pas. Par contre, si on a envie et qu'on fait déjà des actions vers quelque chose, vers un état d'être, eh bien, les fleurs vont être là pour nous accompagner. Donc, si on a envie d'oser plus, par exemple, on va aller voir ensemble pourquoi est-ce qu'on n'ose pas. Si c'est par peur de l'échec, si c'est par peur... je ne sais pas, on s'en cherche un petit peu, c'est très personnel, c'est pour ça que moi je n'aime pas dire c'est telle fleur directement, on prend le temps d'échanger et puis on voit quelles fleurs sont là pour nous soutenir, comme une main dans le dos. Et ça pour moi c'est très précieux parce que moi aussi j'ai des moments où je sens bien que c'est pas confortable ou que le fonctionnement que j'ai n'est pas juste en fait, ce sont des automatismes, j'ai envie de créer un nouveau chemin, eh bien je m'aide d'une fleur qui va m'accompagner pour creuser ce nouveau chemin tracé. Accepter l'aide extérieure un petit peu finalement. Parce que j'ai l'impression que souvent il y a quand même cet ego parfois qui est là de... et puis moi je l'associe un peu à la lourdeur, tu vois, de ben non je vais y arriver tout seul, je vais galérer, je vais pas demander de l'aide extérieure. Et là ce que tu évoques c'est ce côté en fait prendre conscience, voir où on a envie d'être et ensuite se faire accompagner d'une manière ou d'une autre avec les fleurs notamment pour arriver à faire ce chemin. Oui, en tout cas, c'est sortir du mental et de la dureté. Quand on est dans le mental, à un moment donné, tout devient très figé, très dur. Il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on perçoit, que ce soit dans les sensations ou visuelles ou autres, n'a la forme que de ce qu'on lui donne. Donc, une difficulté va être encore plus difficile si on y met... c'est les nœuds dans le cerveau, au final. Ça devient notre seul point de vue et donc ça devient gros, important et comme une grosse pierre. Mais si on n'y pense pas, les petites particules de pensée ou les petites particules vont se disperser, ça va devenir hyper facile à traverser. Trop bien. Qu'est-ce que c'est pour toi l'état de flow ? Plein de choses. Tellement de choses que j'en ai fait un podcast entier. Alors, je dirais, j'ai une définition quand même qui permet de donner un petit peu des notions. La première chose, c'est cette boule à facettes que j'aime bien représenter, avec énormément de petits miroirs, de petits carreaux. Et finalement, c'est comme ça que je vois l'état de flow. C'est-à-dire qu'on essaie de... chaque petit carreau est une vision différente. Il n'y a pas une seule vision de l'état de flow. L'état de flow, c'est ce qui nous paraît juste pour nous, le moyen d'être confortable pour nous. J'associe beaucoup à la fluidité de la rivière. Donc il y a ces deux images-là, c'est-à-dire que la fluidité de la rivière, mais c'est fluide pour nous. Après, il y a quand même cette idée de la boule à facettes, parce que ce qui est fluide pour nous n'est pas forcément fluide pour l'autre, ou en tout cas, il va le prendre par des chemins différents. Donc voilà. Après, voilà, pour moi, je dirais que c'est la fluidité, parce qu'on parlait de yin et de yang. Il y a besoin d'être fluide par rapport à ce qui se passe, ce qui arrive à nous. Il peut y avoir des cailloux dans la rivière, il peut y avoir plein de choses. Comment je réagis face à ça ? Est-ce que je me bloque ? Est-ce que j'accueille ? C'est OK, tout est OK. Mais voilà, comment on navigue ? Et pour moi, l'état de flow, c'est vraiment réussir à naviguer de façon la plus fluide possible, que ce soit la plus confortable pour nous. Maintenant, chacun sa manière, chacun sa résistance, chacun vient faire aussi ce qu'il a à faire ici. Donc, je ne donnerai pas plus d'indications parce que je pense que chacun va trouver une raison d'être différente. Mais voilà, c'est cet état de fluidité qui va avec de la légèreté
qui va avec de la plénitude, de la joie. Énormément de synonymes derrière, et la vie, tout simplement. J'aime beaucoup ta métaphore de la rivière parce que je crois que parfois on croit que l'état de flow, cette recherche de fluidité, c'est ne plus être confronté à des problèmes, des problématiques, des obstacles. Alors qu'en fait, je crois que dans ce que tu as dit, c'est surtout de les vivre différemment, de pouvoir les contourner, de pouvoir glisser dessus, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Il y a du yang dans notre vie, il y a du yin dans notre vie. Je ne veux pas ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je résiste? Ce qui résiste persiste. Un caillou dans la chaussure, ça fait mal. On peut faire 1 kilomètre avec, 10, c'est plus difficile, mais certains vont le garder. Est-ce qu'on a la conscience? En fait, c'est mettre de la conscience. C'est toujours cette idée-là, on revient à ça. Moi, je passe par le corps pour ça, pour se rendre compte qu'on n'est plus dans le flow, dans cet état-là. Et après, quelle action, qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans le flow? Est-ce que moi, je peux peut-être juste ne rien faire, hein? Ça peut être ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Faut pas non plus de se dire on rajoute quelque chose forcément, mais voilà. Est-ce que je peux changer ma pensée? Est-ce que je peux changer de relation? Est-ce que je peux déménager? Est-ce que voilà. Quel petit pas je peux faire pour aller ailleurs, pour retrouver mon lit sur la rivière confortable? Et glisser tranquillement. Et glisser, oui. Je pense, tu vois, l'état de flow, toi qui es entrepreneur, qui vis de ton activité, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat peut rajouter des couches de difficultés pour certains ou pas? Je te laisse répondre à cette question et après j'en aurai une autre pour toi. Alors encore une fois, je dirais que ça dépend de chacun. Ça dépend, est-ce que c'est notre chemin? Est-ce que c'est pas notre chemin? Si on sent profondément que c'est par là qu'on a envie d'aller, comment on peut rendre ça la plus fluide possible? Est-ce que c'est le modèle A, le modèle B, le modèle C? Est-ce que c'est un de ces modèles-là ou est-ce que c'est même moi qui dois inventer le mien? Voilà. La question, elle est là finalement. Ouais, c'est hyper intéressant parce que souvent, surtout quand on se lance une activité, on va regarder ce qui se fait, on va calquer un petit peu ça en se disant bon, c'est ce qui se fait donc c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que la plupart du temps, la problématique c'est que ça marche pas pour nous parce que c'est pas aligné avec qui l'on est, ça met pas en avant nos talents, c'est basé sur des systèmes de lourdeur comme on a pu en parler, quoi. Oui. Et si on essaie de copier un modèle qui n'est pas le nôtre, forcément, il n'y aura pas d'état de flow. Et on se dira, l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est difficile. Alors, à ce moment-là, on a 2 choix. Ou on arrête, on prend notre voie totalement. Ou bien on se dit, non, mais moi, c'est fondamentalement ça que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de créer mon propre projet, etc. Alors, on ajuste. Et on accueille le chemin. Ma deuxième question, c'était en lien avec cet état de flow, la partie entrepreneuriat, et c'était dans le domaine de la spiritualité. Est-ce que tu penses que pour atteindre cet état, quand on est entrepreneur ou pas d'ailleurs, peu importe, mais est-ce qu'il y a besoin de s'ouvrir à la spiritualité pour y arriver? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Moi, ça m'est arrivé dessus, oui. Donc moi, c'est mon cas. Je pense que dans tous les cas, sans forcément mettre le mot spiritualité, je mettrais le mot vivant. Se reconnecter à soi, se reconnecter au vivant, à ce qui est, comment ça fonctionne. Ça nous aide énormément à retrouver le flow parce qu'on comprend alors que tout est impermanent, on comprend l'importance du mouvement dans la vie, que rien n'est permanent, voilà, que les obstacles, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'être permanents et donc on n'a pas besoin de résister dessus et que quand on arrête de résister, ça se dissipe tout seul. Voilà. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le vivant. Pour moi, le vivant, c'est aussi un petit peu ce côté magique parce que incroyable et remarquable, tellement c'est beau, tellement c'est bien fait. Et l'humain n'est là qu'au service du vivant, je pense. Et quand on comprend que ce n'est pas à nous de modeler le vivant, en tout cas le monde matériel, on essaie toujours d'essayer de la modeler notre vie en fonction, côté un peu perfectionniste et de contrôle, hein, on essaie de contrôler et de modeler les choses à notre façon. Et parfois, de se laisser un peu modeler, ça fait du bien aussi. De se dire, bah oui, peut-être que moi j'aurais voulu que ça prenne telle forme, mais en fait, telle forme, ça me convient aussi. C'est de revenir à pourquoi je le fais et pas comment je le fais. Cette notion de finalement tout est juste, ce qui arrive est juste, juste. Et de lâcher un petit peu. Alors tout est juste dans l'idée de nous apprendre en tout cas les leçons.
Ça ne veut pas dire qu'on doit subir ce qu'il se passe, ça veut dire qu'il y a une leçon à apprendre pour justement retrouver le flow derrière. Et quand on a appris la leçon, ça ne nous revient pas. Tout à l'heure, tu disais, tu as parlé à un moment de, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais en gros, c'était on n'est pas obligé tout le temps de rajouter quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui me parle, ça, parce que justement, en ce moment, depuis un long moment, en réalité, j'essaie plutôt d'enlever que de rajouter. Et est-ce que c'est une des clés aussi, peut-être pour trouver cet équilibre intérieur, cet état de flow, plutôt de se dire, il me manque quelque chose, de rajouter des couches, de chercher justement à enlever ce dont on ne veut plus. Et c'est même une clé primordiale qui fait partie de l'enseignement du yin yoga, j'ai envie de dire, mais en tout cas de l'ashram et de ce que j'essaye de transmettre. Pour moi, ça part de l'idée du minimalisme, de préférer les qualités à la quantité. Aujourd'hui, on essaye beaucoup de trouver plein de clients, de remplir l'agenda, de remplir tout, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de clients, etc. Si à un moment donné, on se dit, je peux aussi avoir moins de clients, mais de plus grande qualité, qui payent peut-être un petit peu plus, mais qui s'engagent plus aussi, et du coup, on a un engagement plus. Est-ce que ça peut être ça? En tout cas, c'est l'idée de laisser l'énergie circuler. J'ai envie de dire ça comme ça. Quand on fait le vide, quand on revient dans le rien, dans le vide, tout simplement, que nous apprend le yin yoga, dans le rien faire, on laisse l'énergie circuler. Si on est dans une pièce qui est très encombrée, l'énergie ne peut pas circuler facilement, elle bute contre chaque objet et on peut avoir cette sensation d'étouffer, les idées tournent en rond, etc. Alors que quand c'est vaste, quand il y a de l'espace, pour moi c'est très important d'avoir de l'espace, que les couleurs nous correspondent, etc. Qu'il y a des belles fenêtres, que la lumière peut passer, est transversale, etc. C'est un peu l'idée du feng shui aussi qui est associée là derrière, qui pour moi est essentielle. C'est est-ce que quand je rentre dans cette pièce, est-ce que quand je rentre dans ce projet, je me sens bien dedans? Est-ce que je peux y aller de manière fluide? Est-ce que ma rivière peut circuler facilement? Ou au contraire, elle a des cailloux partout sur son chemin. Une idée qui n'arrête... On peut avoir aussi le mental qui cogite tout le temps. C'est comme s'il y avait chaque fois des petites pierres. Alors que quand on fait le vide et qu'on apaise le mental, de nouveau, c'est calme et serein, la rivière peut circuler. Pareil dans les projets, quand on a plein de projets et qu'on a plein de to-do list, etc. Comment est-ce que la rivière peut couler facilement là-dedans? C'est comme des pierres partout. On enlève, on ne garde que ce qui est essentiel. Parce que finalement, on essaie toujours de rajouter des choses comme s'il nous manquait des choses. En fait, on gagnerait à se reconnecter à soi par le rien, par le yin. Moi, j'aime bien le faire comme ça, pour voir ce qui est essentiel. Et comment tu vois ce qui est essentiel? Parce que tu vois, quand tu parles de to-do list, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il y a toujours des choses à faire, de plus en plus de choses à faire. Tu rayes un truc, tu en as 4 de plus, et tu vois, ça ne s'arrête jamais finalement. Comment tu arrives à... J'ai 2 techniques, très pragmatiques pour le coup. La technique, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est simplement de faire un petit schéma avec les lignes horizontales et verticales, 4 cases, et de choisir, prendre sa to-do list, non pas à la suite, mais de classer dans les 4 cases ce qui est important, urgent. Alors je peux prendre le temps de l'expliquer. Ce qui est important et urgent, ce qui est important mais pas urgent, ce qui n'est pas important mais qui est urgent. Et puisque ni important ni urgent, on classe. Et puis là, les priorités peuvent s'établir. C'est d'abord ce qui est important qu'on fait et urgent. Ensuite, ce qui est important et pas urgent doit essayer d'être vite fait aussi pour ne pas monter, etc. Et finalement, ce qui n'est pas important et pas urgent, on n'a pas besoin de le faire. Supprime. Exactement. Ou alors, on le fera si vraiment on a de la place. Et souvent, ce qu'on fait, c'est l'inverse, c'est qu'on s'attarde d'abord aux petites choses parce que les grosses nous font peur. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Pardon. C'est ce que j'allais... Pardon, vas-y. Vas-y. Le deuxième. Oui, le deuxième, c'est justement quand je pourrais faire 2 listes alors, 2 colonnes. C'est se dire sur la première ce que je vais faire réellement. Ok, ça c'est important, ça je peux le faire, ok, je le fais. Et sur la deuxième, ça, j'ai pas envie de le faire. Mais il va falloir que ce soit fait. Ok, je le délègue. Alors, soit je trouve quelqu'un à qui le faire, de le transmettre et le déléguer, ou bien je le délègue à plus grand que moi, à l'univers. Et ça m'est déjà arrivé, pour la preuve, là, récemment, j'ai besoin d'appeler l'assurance. J'ai pas envie de l'appeler parce que pour moi, c'est quelque chose de très yang dans la matière et j'ai pas envie de le faire. Je mets sur la liste B
Et croyez-moi ou pas, c'est l'assurance qui m'a appelée. Voilà, ça c'est une deuxième technique aussi. Après, voilà, c'est de prioriser dans qu'est-ce qui nous nourrit en fait. Qu'est-ce qui va apporter, qu'est-ce qui va nous aider à rendre notre rivière plus fluide. C'est quelque chose, je pense, qui est essentiel aussi. Tu as dit, il y a des choses, en fait, on n'y va pas. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Et en fait, j'ai souvent le sentiment que, au fond de nous, si on creuse un petit peu ou si on arrive à faire un petit peu le vide, on arrive facilement à identifier ce truc-là qui est important de faire ou qui est urgent, enfin peu importe, mais ce truc-là qui peut tout changer. Et la plupart du temps, en fait, on va pas vers ça, ça nous fait peur, et on va justement aller remplir avec des trucs qu'on n'a pas envie de faire, qui sont lourds et tout, et puis en plus, ça alimente notre cerveau qui dit, bon ben voilà, c'est compliqué, c'est difficile, ben j'avance pas, on a des excuses, quoi. Comment tu te connectes à ce truc-là qui est hyper important et comment tu y vas? Forcément, vous allez encore retrouver mes deux techniques favorites, le yin yoga et les élixirs floraux. Le yin yoga parce qu'on se dépose et on voit vraiment ce qui est essentiel et on voit s'il y a des peurs qui peuvent remonter. En effet, on peut aussi demander avant une séance à soit que quelqu'un d'autre s'occupe de ce qu'on n'a pas envie de faire ou bien de trouver la solution qui va nous débloquer justement la situation. Et puis les élixirs floraux qui vont nous aider à dépasser les peurs. On peut en discuter parce que parfois on peut mettre le doigt, parfois on n'arrive pas à mettre le doigt et alors on fait confiance aussi à certaines fleurs pour nous aider à y voir plus clair. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du mental parce qu'on peut continuer à se prendre la tête, à se dire mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour que ça débloque et de un moment donné redescendre dans le corps, faire confiance au soutien qu'on a. Les fleurs ici, en l'occurrence, on n'a rien à faire, il n'y a aucun principe actif, c'est vibratoire. Donc, elles vont nous réaligner à notre juste fréquence. Et après, ce sera naturel pour nous. On aura les forces nécessaires, les qualités nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs sans effort. Pas dans la douleur, ce qu'on veut pas. Exactement. J'aimerais bien que tu reparles un petit peu des émotions, t'en as parlé, et de l'importance des émotions justement dans notre vie. Est-ce que toi, les émotions, c'est quelque chose que tu cherches à gérer? Parfois, on parle de gestion de ces émotions. Est-ce que c'est quelque chose, tu essayes de t'en détacher pour que ça coule sur toi? Comment tu les vis et quel impact ça peut avoir dans ton quotidien? La première chose que je peux déjà vous dire, c'est retenez ceci, c'est que vos émotions, ce sont des guides et ce sont vos plus grands guides justement vers l'état de flow. Quand on a une émotion forte, c'est que ça ne convient pas, c'est inconfortable, donc il n'y a pas d'état de flow. Quand c'est une émotion, alors dite négative et maintenant dite positive, je dis dit parce qu'elles ne sont pas forcément négatives ou positives, puisqu'elles ce sont des guides, elles nous indiquent quelque chose de précieux. Donc quand elles sont dites positives, ça veut dire qu'a priori, on est dans notre rivière, dans la fluidité et dans le flow, et donc on a tout intérêt à continuer à les alimenter, à les ressentir. Mais si on se permet à ressentir les positives, on doit aussi se permettre de ressentir les autres parce qu'elles nous indiquent quelque chose. La première étape, c'est de les accueillir. Ok, elles sont là. Quand on refuse et qu'on résiste, ça va persister encore une fois. Si j'ai de la colère, je peux me dire, ok, j'ai de la colère. C'est la première étape et c'est peut-être la plus difficile, c'est de prendre conscience de l'émotion qui nous traverse. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la jalousie? Qu'est-ce que c'est? Quand on a mis le doigt dessus, c'est une grande étape. Et en général, souvent, ça s'apaise et ça s'efface. Parce que quand elle est face à nous, l'émotion, quand elle est reconnue, qu'on n'y résiste plus, qu'on l'accueille, en fait, elle n'a plus aucune raison d'être là. Donc, en général, elle s'en va. Et puis, il y a cette idée de se laisser, ne pas s'identifier à l'émotion. Si j'ai de la colère, si je ressens de la colère, je ne suis pas la colère. Et donc, ça permet de dire, je ressens de la colère. Ok, et la colère, elle est là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mais je ne suis pas la colère. Donc ça, c'est aussi important. Après, si elle ne s'évapore pas, malgré le fait qu'on a mis le doigt dessus, encore une fois, les élixirs floraux. Vraiment, ouais. Vraiment. J'ai un ami qui dit une émotion réprimée est une émotion imprimée.
Et Oui, je pense que c'est ça, c'est plus on va oui. chercher à être encore dans la lourdeur, à combattre, ou à la cacher, à l'enfouir et tout, et plus ça va prendre de place, et plus ça va venir nous titiller, j'ai envie de Ça dire. s'imprime dans les cellules, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut réinformer derrière. Et c'est le rôle notamment des élixirs floraux, c'est de réinformer parce que ce qui était juste à un moment ne l'est plus pour aujourd'hui et nous limite aujourd'hui. Mm. Et voilà, donc l'idée de attention à ce qu'on décide d'imprimer dans notre corps. Mm. Euh, j'ai une question pour toi. Donc, tu as ton compte. On parlait tout à l'heure un petit peu de vision. Euh, on entend souvent des entrepreneurs qui disent il faut avoir une vision à 5, 10, 15, 20 ans, 100 ans. Il y en a certains qui disent au-delà de sa vie. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Est-ce que toi, tu arrives à avoir un... Je ne veux pas parler d'objectif, parce qu'un objectif, ça paraît trop concret, mais en tout cas, est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui te guide beaucoup plus loin, en fait? Est-ce que tu en as conscience, que tu penses que c'est inconscient? Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches, ou est-ce que tu es vraiment en mode je vis au jour le jour et on va voir ce que la journée m'amène et pour prendre mes décisions, quoi. Alors je ne sais pas si c'est un modèle à suivre ou pas. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça naturellement. C'est une vision d'état d'être, encore une fois. Et pas, je ne suis pas accrochée au comment. Parce que je peux déménager, je peux changer de métier, voilà. Changer, voilà, toi, je sais que tu as des enfants. On peut changer notre Tu vas venir entourage vivre et dans le autres. sud de la France. Voilà, exactement. Bientôt quitter Paris. Et ça, c'est une résultante sur le chemin, parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de passer par Paris pour trouver l'état de flow. Mais à un moment donné, Paris est devenu étouffant et ne m'a plus nourri, ne me nourrit plus. Donc, j'ai besoin d'en sortir pour retrouver l'état de flow. Mais j'ai eu besoin d'y passer. Je sais pourquoi, parce que j'y ai trouvé tous ces outils merveilleux sur le chemin. J'ai trouvé plein de choses là-bas. Et j'avais besoin d'y passer par Paris pour cela. Mais mon chemin continue et il ne s'arrête pas à Paris. Donc, c'était une étape. Et donc, il faut accepter qu'il y a des étapes sur le chemin. Et si on se met des visions, selon moi, trop loin sur l'état de fait, on s'empêche des étapes et peut-être on s'empêche aussi de continuer l'évolution quand à un moment donné, c'est terminé. Je pense qu'on peut avoir une vision. Certains ont peut-être une vision à beaucoup plus long terme que moi. Moi, ce n'est pas le cas du tout. Peut-être que c'est leur mission de vie aussi, ce qu'ils ont à faire là. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est s'accrocher une fois qu'on a atteint cet objectif qu'on s'est posé, que ce soit même plus tôt ou plus tard. Finalement, par rapport au timing, ce n'est qu'une question de timing, encore une fois. Et puis, d'accepter de lâcher prise sur la forme et qu'à un moment donné, de pouvoir ressentir que notre mission est terminée là où on est et de pouvoir bouger, que ce soit de métier, que ce soit de projet, de faire évoluer l'entreprise. Voilà, moi, j'ai monté un service traiteur il y a quelques années. J'ai décidé de muter à ce niveau et d'aller un cran plus loin pour moi par rapport au niveau de conscience que j'en avais, d'évolution personnelle et de ce que je pouvais apporter autour de moi. Mais j'avais besoin de passer par l'alimentation, j'avais besoin de passer par le service traiteur, parce qu'à ce moment-là, ça mettait en application tous les talents que j'avais. Mais j'en ai développé d'autres sur le chemin, j'en ai vu d'autres se sont révélés. Je pense que c'est vraiment ce qui se passe. On ne révèle rien, mais ça se révèle à nous. Et on a envie, à un moment donné, c'est plus fort que nous. On est poussé à les utiliser et à les manifester autrement. Ça me parle, tu vois, quand tu dis ne pas chercher le comment, parce que j'ai le sentiment que ce qu'on fait à l'instant T, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a pu expérimenter, apprendre, vivre dans le passé, un petit peu. Tu sais, c'est Steve Jobs qui disait relier les points, quoi. Oui. Et parfois, tu sais pas pourquoi tu as fait un service traiteur, la naturopathie, ce truc-là, et puis ça prend forme un jour, et tu dis, ah, mais c'est trop bien, en fait, c'est cohérent et tout, quoi. Oui. Et du coup, derrière, je pense que souvent, dans l'idée d'avoir une vision à long terme, il y a cette idée de contrôle. Et comme tu dis, je pense que ça peut plus nous freiner qu'autre chose, parce que finalement, avoir le contrôle, c'est peut-être se forcer à ne pas passer par certaines étapes qui vont être importantes. Et tu as parlé de temps, et ça, je trouve que c'est intéressant. J'ai le sentiment que parfois, on peut associer le fait que ça prenne
du temps ou le fait de devoir expérimenter par un autre chemin à quelque chose d'une perte de temps. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que souvent, en fait, ce truc qu'on peut voir comme une perte de temps à un instant T fait que quelques mois après, on prend un raccourci qui est énorme et en fait, on gagne du temps. Alors bon, et tu vois, il y a cette notion, le temps n'existe pas peut-être, mais de gain et de perte de temps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu l'as expérimenté? C'est vrai que laisser le temps au temps, c'est un challenge. C'est quelque chose qui s'expérimente encore pour ma part. On a envie, j'ai parfois envie d'aller plus vite dans les étapes. Cela dit, j'ai évidemment expérimenté ce que tu as partagé juste au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à réunir toutes les facettes, il me semble, au maximum du possible, en tout cas actuellement, en réintégrant la musique, parce que moi, mes premières études, c'était le graphisme. Donc l'art est toujours là aussi, la créativité, l'artistique. L'alimentation, le bien-être, tout ça est réuni. Et je pense que j'ai eu l'épreuve sur ma route que tout était juste à l'instant T et que tout se passait dans les bons timings. Donc je ne me suis pas trop posé cette question à ce niveau-là. Par contre, parfois, j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus vite que la roue. Et je me rappelle encore à moi-même, c'est comme un petit mantra, c'est que c'est bon, c'est que c'est juste, c'est que ce qui me nourrit et ce que j'ai besoin à ce moment-là. Le yin aussi, hein, le temps de rien nous permet vraiment de pratiquer ça. Hein. C'est une pratique. Et tu parlais d'art. Oui. Quelle est la place de l'art dans ta vie? Est-ce que tu penses que se connecter un peu à son âme d'artiste est important pour trouver cet équilibre dont on parle depuis le début? Ça fait partie de la création. La création, c'est aussi la manifestation. Quand on prend les chakras, le système des chakras, on a les besoins primaires de sécurité, puis après les envies, les désirs, les émotions qui donnent l'élan de vie, qui donnent l'impulsion. Et puis après, on remonte au niveau du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est le feu. C'est au moment où, quand on met le verre dans le feu, on peut manifester et créer des belles choses avec. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du chakra de la gorge, c'est bloqué. Le chakra de la gorge, c'est l'expression à l'extérieur de nos désirs et de notre créativité. Et donc, ça bout à l'intérieur et ça reste bloqué. Il y a besoin, selon moi, on est là pour dépasser et régler les déséquilibres aussi au niveau de l'expression pour aller mettre ça au monde. Mais une création n'est pas obligée d'être une œuvre d'art comme on l'entend, d'être exposée au Louvre ou dans une galerie. Ne fût-ce que de créer une entreprise, d'avoir un bébé, des enfants, d'écrire un livre, de faire des bricolages avec nos enfants, de faire du jardinage, de la cuisine. C'est de la création. Après, moi, je suis attachée au beau, à l'harmonie, mais ça fait partie aussi de mes valeurs et de ce qui me nourrit et me pousse dans ce que je traverse et ce que je crée au monde. Il y a cette idée d'harmonie aussi dans l'état de flow, dans la musique, dans l'harmonie intérieure, l'équilibre yin-yang. Et pour moi, il y a aussi cette idée-là d'harmonie dans l'œuvre, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai et que j'ai aussi acquis, de voir dans une œuvre les équilibres, déséquilibres, etc. et d'essayer de chercher à ce que quand on regarde une œuvre, ce soit juste et un petit peu comme dans une vie, tout un petit peu à sa place naturelle. Maintenant, je pense que chacun est venu avec des qualités, des talents différents. Et pour certains, ça va être de concevoir l'idée, mais pas de la manifester. Et alors, on s'aide d'une autre personne pour la mettre au monde. Et certains vont faire appel à un graphiste pour mettre leur idée sur papier, etc. Donc, on peut aussi s'aider d'autres corps de métier, de collaborer pour mettre au monde nos propres idées. Mais il y a quand même besoin, à un moment donné, de créer. D'exprimer ce qui est à l'intérieur de nous, finalement. Oui. Oui, on est venu mettre notre couleur ici. On fait partie de ce bel arc-en-ciel. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on s'est dit finalement, de se reconnecter à l'intérieur pour exprimer pleinement qui l'on est. Tu parles de talent, de choses comme ça, et de s'entourer d'une manière ou d'une autre pour arriver à les exprimer le plus possible, quoi. Oui, en suivant le flow et dans la quête du flow, en tout cas dans cette activation. En fait, on s'active, on marche, on est en mouvement vers toujours un rééquilibre, un équilibre, une harmonie. Trop bien. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semblerait important,
pertinent de partager avec les personnes qui nous écouteront? Quelque chose que tu n'as peut-être pas dit, que tu aimerais rajouter? Là, je pense qu'on a tout dit. On a bien traversé les différents... Je dirais juste qu'il y a la pratique. C'est l'expérience, encore une fois, qui nous fait avancer d'un côté ou de l'autre. Et quand on ne sait pas quelle voie emprunter, on essaie. On peut toujours se tromper, revenir en arrière. Il n'y a vraiment pas de problème à ça. Mais si on est attiré, en tout cas, si on est appelé par quelque chose, mais allons-y, faisons-nous ce plaisir. Et puis, encore une fois, si ce n'est pas la bonne voie, on reviendra. Et puis, voilà, l'expérience. Le retour au corps, c'est par l'expérience. On ne peut pas le mentaliser. Encore une fois, c'est ça, hein, c'est revenir au corps. Toujours. Pour les personnes qui veulent te découvrir, qui veulent te suivre, qui veulent des infos sur les élixirs floraux, l'ashram, sur tout ça, ils peuvent te retrouver où? Alors, il y a le site www.etatdeflow.com où je centralise un petit peu tout, les différents services, ashram, comme tu l'as dit, consultation florale. Le podcast s'y trouve aussi. Sinon, il y a aussi, il est disponible sur toutes les plateformes, bien sûr, État de Flow, et sur Instagram, étatdeflow_podcast. Trop bien. Merci Elisabeth pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était très très riche. Merci de ta lumière. Toi, tu parlais de fluidité, de simplicité. Et je pense que moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, tu arrives à transmettre des choses dans la douceur, avec ta voix qui est posée et tout. Et je pense souvent que c'est un bon chemin à prendre. Merci à toi, Jérémy, pour ton invitation. Et merci à toi pour cet échange. Riche pour moi aussi. Je te remercie. À bientôt. Très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.